Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Comquier, à la découverte de son trésor, son vieux château romantique du XVe siècle. Il est la fierté, l'emblème de la commune. Vous voulez en savoir plus sur son histoire? Eh bien, restez avec nous. Bonjour Yves. Bonjour Grégoire. Vous êtes membre de l'association des Amis du Vieux Château de Comquier. Oui. Et amateur très éclairé de l'histoire de cet édifice. Alors quand on le découvre pour la première fois, on se dit c'est un château fort. Eh bien non. Eh bien, ça n'est pas un château fort. Il a l'allure d'un château fort parce qu'on imagine des canons, des hommes armés dans les tours, mais pas du tout. Pont-levis. Voilà, mais c'est en fait une maison de campagne toute gentille pour celui qui l'a construite. Alors qui est cette personne qui a construit ce château? Alors c'est monsieur Louis de Beaumont, qui vivait à la fin du XVe siècle et il a fait construire ce château entre 1460 et 1480 pour son plaisir probablement. C'était un homme important, il avait de l'argent et il était premier chambellan du roi de France, c'était Louis XI à cette époque-là. Et il a donc eu l'idée de se faire construire ce château sur des terres qui lui appartenaient par mariage. C'est sa femme qui lui a apporté en dot toutes les terres de Comquier. Il y avait un château avant celui-ci, mais qui n'était pas très beau. Alors, M. de Beaumont a souhaité faire quelque chose de plus beau. Peut-être aussi pour plaire à son roi Louis XI. On est sur une architecture assez peu commune, 8 tours, avec... écoutez, racontez-moi, parce que nous avons une forme octogonale, 8 tours, séparées de courtines. Voilà, les courtines sont les murs entre les tours et quand vous avez dit rare, c'est effectivement rare, c'est le seul château en France. Et il y a un autre château en Europe, en Italie, dans les Pouilles, au sud de l'Italie, qui a exactement cette forme-là. Yves, en 1628, le château est détruit finalement à peu près 120-130 ans après sa construction. Voilà, il est détruit volontairement sur ordre de Richelieu avec l'aval du roi Louis XIII. Mais on sait que Richelieu est le puissant ministre de son jeune roi. Et c'est lui qui décide, après la prise de La Rochelle, c'était un siège terrible, 15 000 morts de faim, il va faire détruire des châteaux sous des prétextes divers, parce qu'un noble n'aurait pas fait ce qu'il fallait, ou parce que des huguenots auraient pu s'en servir. Mais en fait, on comprend très bien que le motif de Richelieu, c'est la prise de pouvoir sur toute la noblesse française. Évidemment, très rapidement, personne ne s'intéressant à cette histoire, les gens vont venir, les gens du village, mais c'est l'époque, se servir pour empierrer les chemins et pour faire leur maison. J'habite juste derrière et peut-être que ma maison, qui est ancienne, est construite avec quelques pierres du château. Mais je n'en suis pas responsable. Et tout doucement, le château va se recouvrir de végétation et il va rentrer dans une espèce d'hiver. C'est un peu comme le château de la Belle au Bois dormant. Après avoir été magnifique, eh bien, il va disparaître. Les fossés vont se combler tout doucement et il va rester. Il va passer de famille en famille. Les La Trémouille, par exemple, familles très riches, vont acquérir les terres, mais pas pour le château, simplement pour exploiter les terres, et puis on l'oubliera, à tel point même que dans la région, on dit les tours, parce qu'on ne savait même plus qu'il y avait un château à cet endroit-là. Nous sommes heureux de découvrir de façon assez exceptionnelle, parce qu'en ce moment il y a des travaux, cette cour intérieure du château. Je vous suis mon cher guide, allons-y. Seigneur Grégoire, entrez. Bon, alors j'y vais. Nous entrons par la cave. Ça n'est pas l'entrée de M. de Beaumont. Cette porte n'existait pas et nous sommes ici dans le sous-sol. Il faut imaginer des grains, de l'huile, du vin probablement, des provisions. Et vous voyez ici des corbeaux qui indiquaient le plancher. Nous sommes donc dans une cave assez basse et nous allons sortir de cet endroit par l'escalier de la cave. Magnifiquement fait, en très beau bloc, signe que M. de Beaumont avait du soin, du goût et de l'argent. Nous voilà maintenant à la hauteur de la cour de l'époque. La
cour intérieure était à cette hauteur-là, bien plus haut donc que le niveau extérieur. Et nous voyons l'intérieur des 8 tours parfaitement. Elles sont beaucoup plus basses d'apparence puisque nous sommes évidemment relevés. Alors il faut imaginer à l'époque une toute petite cour, à peu près ronde ici, et des logements qui venaient à partir des tours en triangle et en carré, très réguliers, avec des toits au-dessus et qui servaient d'habitation pour les gens du lieu. On sait où Louis de Beaumont avait sa chambre? Probablement ici, parce que c'est la plus belle des tours. Il avait sa chambre et probablement celle qu'on appelait la chambre royale, parce qu'on imagine que M. de Beaumont souhaitait voir son roi Louis XI venir lui rendre visite peut-être un jour. Et dans chaque château de nobles, il fallait la chambre royale au cas où le roi viendrait. Il était à Loches à cette époque-là et il pouvait venir raisonnablement. Mais on pense qu'il n'est jamais venu, hélas pour M. de Beaumont. Yves, peut-on découvrir encore autre chose sur l'histoire de ce château de Compiègne? Nous l'espérons tous à l'association parce qu'il y a beaucoup de questions. Qui étaient les gens qui habitaient ici? Pourquoi l'a-t-on construit véritablement au milieu d'un marécage probablement? D'où viennent les pierres exactement? Combien tout cela a coûté? Et puis y a-t-il quelque chose en dessous? Peut-être que nous avons vu les caves en entrant, peut-être qu'il y en a là aussi, et qui sait, quelques petits trésors cachés. Encore beaucoup de mystères alors. Beaucoup de mystères et beaucoup de travail pour les générations à venir des amis du vieux château. Eh bien, on va d'ailleurs en parler avec Alain Burgot, qui est un peu plus loin, qui va venir nous rejoindre ici dans la cour intérieure. Alain Burgot, il est membre, comme vous, des amis du vieux château de Compiègne. Mais avant de le rejoindre, afin qu'il puisse nous parler de la mission première de cette association, je vous propose qu'on quitte Compiègne pour aller à Trezevant. On va aller rencontrer un artisan lunetier qui fabrique des lunettes en bois, comme à l'époque de Louis de Beaumont. Des lunettes très haut de gamme. Nous retrouvons donc Sébastien Gelin dans son atelier de Trezevant. C'est un reportage signé Cyril Guillet. Pourquoi la lunette? Eh bien, parce que j'en ai eu besoin. Parce que j'en ai eu besoin, tout simplement. Et puis, comme je suis maquettiste, et ben, je me suis dit, tiens, pourquoi pas se les faire? Pourquoi pas faire cette prothèse médicale? Je voulais un objet vraiment exceptionnel, fait à la main, quelque chose qui a une âme. C'est dans son atelier faisant face à la forêt que pendant 3 ans, Sébastien Gelin a mis au point ses montures. Tous ces modèles sont réalisés en bois avec des essences de noyer, de merisier, de padouk ou de morta, chêne de tourbière vieux de plus de 3000 ans. Donc j'ai un fournisseur qui trace son bois, qui a tous les labels en fonction, et j'essaie d'utiliser un maximum de bois européens et des bois d'Amérique du Nord. On est sur une feuille de bois qui fait 0,5 mm d'épaisseur et il y a 5 épaisseurs comme ça. Pour ne pas abîmer la fibre du bois, chaque pièce est formée à la vapeur pour ensuite être collée et renforcée avec du carbone. Les branches ont 2 feuilles de carbone à l'intérieur, ainsi que la monture qui a une feuille de carbone ici et une feuille de carbone sur le dessous, pour vraiment assurer une solidité parfaite. Pour réaliser une paire de lunettes comme celle-ci, 250 étapes de fabrication sont nécessaires. Et pour mener à bien son projet, il lui a même fallu créer ses outils et inventer des systèmes aujourd'hui brevetés. Là où moi j'ai vraiment travaillé ma paire de lunettes, c'est l'écartement temporal. C'est-à-dire que quand on vient mettre une paire de lunettes, il faut qu'elle rentre parfaitement et pas qu'elle tombe sur le nez, même s'il y a transpiration. Et donc j'ai développé un système qui se trouve en façade, avec 2 petites vis, et qui est le réglage temporal. C'est-à-dire que je visse en fait cette partie-là avec un tournevis spécial, et je vais venir resserrer sur les tempes ou écarter en fonction de l'écartement temporal du porteur. Chaque paire de lunettes est fabriquée en série limitée. À ce jour, Sébastien Gelin a dessiné 7 modèles. Lancés en septembre dernier, les affaires vont plutôt bien puisqu'il compte embaucher 2 personnes d'ici la rentrée prochaine.
Nous voici de retour au château de Comquier, alors cette fois-ci avec Alain Burgot. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes aussi membre de l'association des Amis du Vieux Château de Comquier, ancien président de l'association. Oui. Alors cette association, elle organise chaque été une grande fête médiévale, mais aussi elle travaille pour maintenir ce château en l'état, voire plus, avec des projets de travaux, je crois. Oui, tout à fait. C'est une réalisation qui devient aujourd'hui un peu urgente quand même, car vous le constatez vous-même, il suffit de voir nos courtines, il suffit de voir nos tours, il suffit de voir les pierres, le déjointement des pierres, les courtines, les pierres qui se dégagent, qui se défont. Donc oui, ça devient urgent. Il faut éviter que cela se dégrade. Il faut éviter que cela se dégrade, mais on peut aussi tout à la fois rehausser très légèrement les courtines, comme par exemple ici vous avez ce trou. Bon, pour la sécurité, on ne peut pas laisser ce trou comme ça. On est obligé de rehausser comme on a fait un peu ici dans les années 2003-2004. Le rêve des membres de l'association des Amis du Vieux Château, c'est que le château soit un jour restauré, que les gens viennent le visiter non seulement sur les extérieurs, mais aussi à nouveau là où nous sommes, sur la cour intérieure. Absolument, absolument, parce que, deux choses. La première, c'est effectivement de le remettre à l'état pour le transmettre aux générations futures. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième aussi qui est importante, c'est de voir nos touristes auprès de ce portail et ne pas pouvoir y rentrer. C'est frustrant pour le touriste quand il vient ici, on lui dit il y a un beau château, c'est vrai, il y a un beau château, il est unique, mais d'arriver au pied du portail, ne pas pouvoir y rentrer pour voir comment il est à l'intérieur, franchement c'est frustrant. Donc, et par sécurité, on ne peut pas l'ouvrir. Vous voyez bien qu'il y a des pans de murs. Comme on voit, pardon, je me retourne, il y a des pans de murs comme celui-ci. Bon, n'importe qui passe en dessous, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, par sécurité, on est obligé de fermer, mais on est surtout obligé de faire des travaux. En tout cas, merci de nous avoir permis de venir, nous, ici, tourner ces images au sein du château, de cette cour intérieure. J'espère que cette émission vous aura plu. Et puis moi, je vous dis naturellement à bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.